20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Viol sur un bébé de 15 mois. La société civile indignée. L'association des juristes sénégalaises propose une assistance psychosociale à la famille et exige que la lumière soit faite sur cette affaire. Le Terre, un projet qui crée des ennuis aux artisans de la gare des Beaux Maraîchers de Pikine. Ces derniers ont connu 2 déplacements en très peu de temps. Ils réclament un site de recasement définitif et le reste des indemnités qu'ils doivent percevoir. Bilan de la 12e législature, les avis sont partagés entre satisfaction et regret. Les parlementaires se prononcent. Cheikh Tidiane Dièye d'Avenir Sénégal Bignoubeug et Babacar Diamé, président de la commission finances, nous font part de leurs sentiments au cours de cette édition. Interdiction de manifestations politiques au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une mesure du directeur du COUD qui divise le campus avec d'une part et d'autre des étudiants pour et d'autres contre. Vous les entendrez également dans quelques instants. L'invité du 20h, il s'agit de Moustapha Faltier, coordonnateur de Macky 2012, interrogé par Antoine Diouf. Une interview à suivre comme d'habitude juste après ce journal. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Je voulais annoncer donc tout de suite en titre: viol sur un bébé de 15 mois. L'association des juristes sénégalaises dénonce, condamne avec la dernière énergie cet acte barbare à travers son antenne dans la capitale du rail. Elle compte apporter une assistance psychosociale à la famille. Nous écoutons Seynabou Dieng, c'est la coordonnatrice de la boutique de droit de Thiès. Elle s'exprime au micro de Mambiram Diouf. Nous avons appris la nouvelle au même titre que tous les Sénégalais avec consternation. La justice déplore avec la plus grande énergie l'acte de barbarie dont est victime cette famille. La justice va apporter son soutien par une prise en charge médicale et psychosociale à l'endroit de la famille bien sûr, particulièrement à l'endroit de la mère, de l'enfant aussi, qui va vivre avec ces séquelles, qui ne vont jamais disparaître. Parce que, dit-on, il va s'en souvenir, la fille va s'en souvenir, la mère aussi. C'est un acte ignoble qui ne doit pas rester impuni. La justice, à travers ces causeries, ne cesse d'alerter la population, ne cesse de les demander de dénoncer, ne cesse d'alerter à travers ces causeries des actes de violence sur des petites filles. C'est un acte ignoble qui touche pratiquement toute la population, qui nous touche en tant que femmes, qui nous touche en tant que mères, qui nous touche en tant que juristes. Journée de prière dans le Kabada en faveur de l'ancien député Alkali Cissé. Selon sa famille, ses jours sont en danger en Arabie Saoudite, le pays où il est actuellement détenu. Les autorités saoudiennes refuseraient de lui administrer son traitement, selon son épouse qui s'est confiée à notre correspondant Bakary Conté. Reportage. La situation sanitaire de l'ex-député Alkali Cissé est très inquiétante. Pire, sa femme affirme même que les autorités saoudiennes refusent de lui transmettre ses médicaments. On peut confirmer que vraiment qu'il est malade. On ne l'a pas donné ses médicaments. Et puis il est malade, sincèrement parlé, il est malade. Et l'Arabie Saoudite aussi, il est transféré ses médicaments. Parce que sûrement qu'il est malade. Les populations sont très remontées contre le Maroc qui a livré leur fils. La justice marocaine a accompagné la justice saoudienne, mais c'est contre la justice sénégalaise. Elle l'avait blanchi. Pour nous, il n'y a pas une justice. Pour le Marocain, là, il n'y a pas une justice. La justice, elle est universelle. Elle est universelle. Les imams et érudits du Kabada ont organisé une journée de lecture de Coran pour la libération d'Alkali Cissé. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des érudits et imams de la localité, des différentes communes, Faoun, Tankon, Djamalakel, Djamakuta, Djinani, tous ces érudits sont présents aujourd'hui ici à Djamalakel pour faire cette prière, cette lecture du Coran, pour l'accompagner d'autres prières pour le pays et pour le président, et surtout pour Alkali pour qu'il puisse revenir au sein de sa famille. Ces populations demandent au président Macky Sall de réagir le plus rapidement possible afin de sauver le fils de Djamalakel.
Les artisans de la gare des Beaux-Maraîchers sont très inquiets. Ils craignent que la réalisation du projet du train express régional ne porte un coup fatal à leur activité. En très peu de temps, ils ont été déplacés 2 fois. Face à la presse, ils exigent un site de recasement définitif, mais aussi le reste des indemnités qu'ils devraient percevoir. Nous écoutons Ousmane Ba, un des leurs, au micro de Salif Sow. Il s'agit du TER, le train express régional. Nous avons vu que ça fait un bon moment que le président de la République a mis en place une équipe pour une commission pour le recensement des ouvriers qui sont là. Nous avons senti comme une menace pour nous, c'est-à-dire le déguerpissement qui est déjà envisagé par nos éléments qui sont ici présents et par aussi la défense nationale, cause pour laquelle nous avons convoqué une conférence de presse pour faire une alerte quand même au gouvernement pour lui dire que franchement nous sommes inquiets. Le président de la République nous avait promis lors du Conseil des ministres 5000 m² plus 93 millions comme mesure d'accompagnement. Et ces 5000 m² sont toujours là, le terrain est toujours là, à proximité de la nouvelle gare des Beaux-Maraîchers. Toutes les démarches ont été entamées, mais jusqu'à présent nous avons vu que nous n'avons pas reçu de site, nous n'avons pas reçu les 93 millions et à chaque fois que nous parlons de ces 93 millions, on nous dit que les 93 millions ont été dégagés pour les ouvriers mécaniciens. Mais je vous dis que nous n'avons pas encore reçu cette somme. Ce que nous voulons, c'est un recasement définitif. Allez, direction Diolkad, c'est à Thiès, un village situé dans la commune de Ndiayen Sirar, dans le département. Le village manque de tout, sur place pas d'électricité. Les agressions et vols de bétail sont multiples, pas de pistes de production, encore moins de structures sanitaires, ce qui fait que les riverains des villages environnants sont sortis dans la rue pour se faire entendre. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. S'il y a des gens qui ne sont pas contents, c'est bien ceux de Diolkad. Ce village situé dans la commune de Ndiayen Sirar est confronté à de nombreuses difficultés. Difficultés liées au manque d'électricité, de pistes de production. Ensuite, l'insécurité est grandissante dans ce village. La population de Diol est confrontée à d'énormes difficultés. On ne peut pas concevoir au 21e siècle qu'on utilise jusqu'à présent des lampes à pétrole. C'est pas possible. C'est pas possible. Le point lumineux le plus proche se situe justement à 3 km de nous. Nous sommes confrontés au vol de bétail. Nous sommes confrontés aussi aux agressions nocturnes. Et tout ceci est dû au manque d'électricité et cette obscurité dans laquelle nous vivons tous les jours a causé même mort d'homme l'année dernière. Les habitants de Diolkad et 10 autres villages estiment que toutes les revendications restent les mêmes. Pour Mbaïsek, depuis belle lurette, les populations tiennent les mêmes doléances qui n'ont jusqu'à présent pas connu de réponse favorable de la part des autorités. Dans le cadre du PUDC, je dis bien, la zone s'adonne aux cultures maraîchères dont l'écoulement des produits n'est pas du tout facile du fait de l'absence de pistes rurales. Nous demandons dans le cadre du PUDC la construction de l'axe Ndiagagna-Khombol en passant par Diol qui relie les 3 routes nationales numéro 1, numéro 2, numéro 3 qui s'étend de Sandiara à Tivaouane en passant par Ngaye Mékhé, n'est-ce pas, à l'envers Saint-Louis. Et pourtant, c'est une ligne assez droite qui a été tracée depuis les temps coloniaux. Les populations de Diolkad ont lancé un appel à l'endroit des autorités étatiques pour qu'elles leur viennent en aide. Gros coup de la sous-brigade du service d'hygiène de Rufisque. Les hommes du major Mamadou Thiam Diop ont réussi à mettre la main sur 3 tonnes de marchandises impropres à la consommation. Par ailleurs, ces hommes ont profité de leur cérémonie de partage de leur mission avec les populations pour étaler les difficultés auxquelles ils font face. Nous les écoutons au micro de Seynou Thiam et Beradjania. 3 tonnes de marchandises prohibées, c'est la quantité saisie par la sous-brigade d'hygiène de Rufisque. Un joli coup, malgré les moyens limités de ce service. On a fait la saisie au niveau du département, parce que vous savez, au niveau du département, on a eu 5 secteurs, et chaque secteur a une zone très déterminée. Bon, il y a des produits qui ont été saisis à Ayen, à Toubab Dialaou, à Touane-Peul, à Agnag, et aussi à l'intérieur aussi de la commune de Rufisque. Les hommes à Moron ont profité de cette cérémonie de présentation de cette saisie ainsi que les missions du service national d'hygiène pour informer que leur travail ne se limite pas seulement à la police sanitaire.
Donc tout le monde remarque aujourd'hui que le travail de la sous-brigade d'hygiène ne se limite pas seulement, comme vous l'avez dit, à la police sanitaire, mais va au-delà. Même dans le cadre de la communication des services de l'État, cette action faite aujourd'hui d'inviter les populations, de leur présenter les produits de manière physique, qu'ils les voient, et de leur rappeler les missions qui sont dévolues à la brigade d'hygiène. Je pense que ça aussi c'est un volet important dans le cadre de leur travail. Un service qui certes fait des résultats, mais qui est confronté à d'énormes difficultés liées au manque de moyens. Le département de Rufisque, c'est le plus grand département de la région de Dakar. Donc nous saisissons ces produits avec nos propres moyens, c'est-à-dire à l'aide des taxes qu'on prend pour aller faire des saisies. Donc ça c'est très difficile parce que le département de Rufisque c'est un département très vaste, très vaste. Nous démarrons pour aller chercher ces produits-là au niveau des marchés, au niveau des ERP, les établissements restaurants publics et au niveau des points de vente. Sur un autre registre, il invite les populations à une bonne collaboration pour leur protection sanitaire. Parlons à présent de cette mesure conservatoire du COUD qui interdit toute manifestation politique au sein du campus. Eh bien, elle fait réagir. De nombreux étudiants la rejettent. C'est le cas de Cheikh Tidiane Cissé, coordonnateur national du mouvement AND, qui affirme que cette mesure ne fait pas l'objet de consensus. Sa position diffère toutefois de celle de Khalifa Babacar Diagne, chef département de la gestion des cités universitaires, qui dit comprendre cette décision compte tenu du climat politique actuel. Hassan Ba, Tierno Laurent Mendy pour les détails. La décision d'interdire les manifestations politiques suscite colère et polémique. Nous défierons ce mythe et nous l'avons déjà défié, parce que nous l'avons défié par la parole, parce que c'est une décision inconstitutionnelle, c'est une décision anti-républicaine. Il devait au préalable appeler les étudiants, appeler les acteurs, appeler toutes les parties prenantes pour que l'on puisse discuter, échanger et voir comment entériner une chose de manière consensuelle. Une mesure prise conformément aux articles 23 et 17 du règlement intérieur de l'université. Pour les responsables du COUD, pas de question de laisser le désordre régner dans le campus social. Ces étudiants-là se liguent avec des personnes qui n'ont pas le statut d'étudiant. Nous savons tous que M. Barthélémy Dias n'a pas le statut d'étudiant. Et ce serait irresponsable de notre part comme autorité de laisser cette personne être accompagnée de nervis, venir à l'université où il a déjà tiré des coups de pistolet pour semer le désordre. Ça, on ne l'admet pas. Depuis longtemps, l'espace universitaire a toujours été un champ où les manifestations politiques ont existé. Sera-t-il facile d'appliquer la mesure? Je sais que la vie de l'université des indépendants à nos jours est intimement liée aux activités politiques. Mais comme je vous ai dit, est-ce que si nous laissons des personnes qui sont des nervis venir à l'université pour semer le désordre, mais les Sénégalais nous reprocheraient une attitude irresponsable. C'est pas possible. Je dis que même le président de la République aujourd'hui, Macky Sall, était dans cet espace universitaire. Il était dans des partis politiques. Tous les gens qui aujourd'hui occupent des fonctions dans ce pays ont fait de la politique dans cet espace universitaire. En analysant les faits, on sent nettement qu'on veut museler les étudiants, parce que les étudiants ne sont plus avec la paire. Cette mesure n'a pas dit les étudiants de l'opposition. Cette mesure est de portée générale. Les jours à venir risquent d'être mouvementés puisque les étudiants de Manko n'envisagent pas de se plier à la décision. Néanmoins, le Centre des œuvres universitaires prévoit de réactiver le dialogue avec le cadre qui regroupe les étudiants des partis politiques et de la société civile. L'actualité au sein de l'hémicycle à présent, nous allons l'aborder tout de suite avec Hadia Talla, présent au niveau de l'Assemblée nationale. Bonsoir Hadia. Bonsoir Sarah Cissé. Alors, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne est actuellement à l'Assemblée nationale pour les questions d'actualité. Comment se passe ce face-à-face avec les députés ? Oui, la plénière vient juste de se terminer. Sarah, ce qu'il faut noter est que les ressources naturelles, notamment le gaz et le pétrole, ont occupé les débats. Les députés Aïssatou Mbodji et Fatou Diouf ont tour à tour interpellé le chef du gouvernement sur l'exploration et l'exploitation prochaine de nos ressources. Qu'est-ce que le Sénégal y gagne dans tout ça? Donc il faut reconnaître que Mohamed Boun Abdallah Dionne a d'emblée expliqué que les compagnies qui sont en phase d'exploration et que ce dossier est géré en toute transparence
transparence, les intérêts nationaux sont pris en compte. Il dit que 25% de l'exploitation va revenir au Sénégal, en plus des 10% qui lui sont cédés gratuitement. Et les explorations aussi auront, quand le pétrole et le gaz sont exploités, les compagnies pétrolières vont gagner 50 à 75% du chiffre et le Sénégal va gagner sûrement 10 à 25%. Et ça dépend aussi de la progression de l'exploitation. Il dit que à partir de 500 barils jour, le Sénégal gagnerait plus de 50%. Il faut noter aussi, Sarah, dans les questions des députés, les 105 milliards qui seraient investis dans le FESMAN aussi ont été l'une des préoccupations des députés. Ils ont demandé à être édifiés sur cette question et sur celle-ci, le ministre Mbagnick Ndiaye a rassuré l'inspection. Il dit que l'inspection générale d'État est en train de mener une enquête pour voir combien a été dépensé et quand les résultats seront disponibles et les députés vont être informés. Il faut dire aussi que le riz supposé en plastique aussi est revenu sur les questions des députés. Et là, Alioune Sarr a dit qu'il n'y a pas de riz en plastique au Sénégal. Il y a aussi le fichier électoral, interpellé le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, qui dit qu'ils sont en phase terminale. Donc, il faut reconnaître que 6 millions d'inscrits ont été notés. Donc, 1 million de cartes aussi ont été distribuées pour le moment. Il y a une deuxième commission. Ça, c'est pour la première commission. Il dit qu'il y a une deuxième commission où il y aura 1000 commissions de distribution des cartes. C'est juste pour mettre tout le monde à l'aise et qu'il n'y ait pas de contestation. Il faut reconnaître aussi que dans le face-à-face entre le Premier ministre et son gouvernement avec les députés, l'histoire aussi du code de la presse a été aussi ébruité. Donc, sur le code de la presse, le ministre Mbagnick Ndiaye dit qu'ils sont en phase terminale. Donc, il n'y a que 3 amendements qui bloquent l'adoption du code de la presse et ils vont pencher sur dessus. Donc, Sarah, sur toutes les questions, il y a aussi les travailleurs d'affaires d'Air Afrique aussi. Cette question aussi est revenue et c'est une question posée par la députée Aïda Mbodj. Et là aussi, le Premier ministre a donné des réponses. Il dit que sur les 7500 employés qui ont été impactés sur les liquidations des sociétés, ils ont accepté de payer. Il y a certaines situations qu'ils ne peuvent pas gérer. C'est par exemple les travailleurs d'Air Afrique qui étaient en Côte d'Ivoire ou bien au Niger. Donc sur toutes les questions, au sortir de cette plénière, certains députés se sont dit vraiment satisfaits des réponses données par le gouvernement. D'autres sont restés sur leur faim, comme Barthélémy Diaz qui dit qu'il ne s'attendait pas à des réponses comme sur le pétrole et le gaz. Il dit qu'il ne s'attendait pas à certaines réponses du Premier ministre. Il s'attendait plus à ce que le Premier ministre explique pourquoi Alioune Sarr fait partie, par exemple, de ces gens qui vont gagner sur l'exploitation du pétrole. Donc, Sarah, sur toutes ces questions, il faut reconnaître que la plénière, il n'y a pas eu de contestation, il n'y a pas eu de bruit comme la dernière fois et ils promettent de revenir au mois de juin pour d'autres explications. Un débat riche avec des thèmes divers et variés. Merci Hadi Attala pour ce compte rendu. À l'Assemblée, nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous restons pour parler du mandat des députés de la 12e législature. Un mandat qui, vous le savez, tire à sa fin. À l'heure du bilan, les acteurs politiques semblent l'apprécier selon leur appartenance politique. Cheikh Tidiane Dièye de Avenir Sénégal Bignou Begue regrette le manque d'initiatives de parlementaires alors que le président de la commission des finances, Babacar Diamé, juge positif ce bilan. Chérif Dia, Mohamed Dia. C'est peut-être le dernier passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale où les députés sont en fin de mandat. À la plateforme Avenir Sénégal Bignou Begue, on s'interroge toujours sur l'intérêt de cet exercice plutôt banal en démocratie. L'Assemblée n'a pas vraiment aussi la maîtrise de son agenda sur son ordre du jour. Et lorsqu'on voit cette année ou dans cette législature le gouvernement qui de temps en temps va à l'Assemblée, c'est une action normale, c'est un aspect normal de la respiration démocratique, de l'exercice du pouvoir législatif. Mais lorsque c'est unidimensionnel, unilatéral, ça ne mène pas loin. Je crois que c'est juste pour donner l'impression que les choses se font. Mais un débat sur les politiques publiques aurait dû être un débat un peu plus élaboré. La majorité parlementaire insiste sur le caractère inédit de cette initiative de l'exécutif. Cette législature a donc réussi à créer un dialogue
entre le Parlement et le gouvernement. C'est une première, ça n'a jamais existé. En dehors de nos possibilités de contrôler l'exécution du budget, il y a une rencontre avec le gouvernement qui est pilotée par le Premier ministre. Et à l'occasion de cette rencontre, on pose non seulement des problèmes qui datent de 1 an ou 3 ans, on pose des problèmes d'actualité. Une seule proposition de loi en 5 ans, jamais d'enquête parlementaire. Le bilan de cette 12e législature divise nos deux interlocuteurs. En termes de proposition de loi, c'est un constat également sur la faiblesse et en termes d'élévation du niveau de débat au niveau du pays, de saisine des questions prioritaires qui intéressent la nation. Là aussi, on n'a pas senti l'Assemblée nationale jouer son rôle. Parce que non seulement il y a cette mission de législation, de vote de la loi, qui n'a pas été accomplie. Choses qui se sont passées au cours de l'année ou ces 5 dernières années, notamment ces derniers mois avec les questions de pétrole, de gaz et autres. On n'a pas senti l'Assemblée nationale se saisir de ces questions d'enjeux majeurs pour le présent et pour l'avenir de notre pays. Et cela est regrettable. Vous faites des enquêtes parlementaires lorsque vous en avez besoin. Si vous avez des informations, parce qu'il faut aller à l'information, si vous avez suffisamment d'informations qui vous permettent justement d'apprécier justement l'ensemble des actions de l'État, eh bien vous n'avez pas besoin. L'enquête c'est lié justement à une donnée particulière sur laquelle vous n'avez pas d'information. Donc nous avons la possibilité de commettre justement des partenaires qui peuvent aller à l'information. Les propositions de loi, c'est vrai que nous avons eu à proposer donc une loi pour la modification de notre règlement intérieur, c'est la seule. Mais je pense que nous avons quand même accompagné l'État dans les projets de loi. À ce manque d'initiative parlementaire s'ajoute l'absentéisme des députés qui donne raison à ceux qui pensent que cette 12e législature est la pire de l'histoire de l'Assemblée nationale. Et nous restons avec Cheikh Tidiane Dièye d'Avenir Sénégal bi ñu bëgg qui demande aux autorités d'appliquer les recommandations du rapport de la CNRI et ce dans l'intérêt de rendre plus visible le travail des parlementaires. Pour rappel, ce rapport préconisait le recrutement d'assistants parlementaires mais aussi l'attribution d'un plus grand nombre de commissions à l'opposition. Nous l'écoutons à nouveau au micro de Chérif Dia. On a à ce niveau de très très bonnes recommandations qui étaient sorties du rapport de la Commission nationale de réforme des institutions qui ont été malheureusement laissées en rade. Et parmi ces propositions et recommandations de la CNRI, il y avait le fait qu'on devait réserver un certain nombre de jours sur l'année à l'Assemblée nationale sur des questions liées au texte, liées aux orientations et aux débats de fond. Une dizaine de jours d'ailleurs, parce qu'il y avait même des propositions relativement concrètes, à peu près 6 jours qui seraient réservés à l'action, au contrôle, à l'action gouvernementale et au débat direct entre les ministres et autres, et même un certain nombre de jours devaient être réservés à des députés de l'opposition. Risque de vote sanction dans les rangs de l'APR dans le département de Diourbel. Des responsables se sont réunis autour du mouvement Fippu Taxaw Falat Macky Sall pour fustiger les investitures qui se déroulent selon eux dans les salons de Dakar. Selon Samba Dia, porte-parole du mouvement, il faudrait plutôt choisir des candidats capables de faire gagner la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous l'écoutons au micro de Mohamed Diop à l'Assemblée. Pourquoi nous nous sommes réunis ici aujourd'hui? On voit qu'il y a les élections législatives qui se profilent à l'horizon. Vous entendez ces temps-ci, il y a beaucoup de bruit qui court par-ci, par-là. Pourquoi? Parce que chacun veut être député. Et puis c'est normal. L'ambition, c'est le moteur de la vie. Tout le monde veut être député, c'est normal. Mais nous lançons un appel. Nous lançons un appel solennel à monsieur le président Macky Sall, président de la coalition Benno Bokk Yakaar, pour lui dire que, pas plus tard qu'hier, il a appelé à tous les responsables de retourner à la base, de discuter avec les militants de la base et de faire les meilleurs choix possibles. Si maintenant, au sorti de ces réunions, il n'y a pas eu de consensus, lui, en tant que chef, il va arbitrer au dernier ressort. Donc nous appelons ces soi-disant leaders qui se réunissent dans des salons à Dakar pour choisir à la place des autres. Nous leur disons qu'à compter d'aujourd'hui, ces faits ne peuvent plus prospérer. Nous demandons aussi à la population de Diourbel de prendre ses responsabilités. Parce qu'on veut des députés dignes et responsables, des députés capables de représenter Diourbel à l'hémicycle.
Nous restons à l'APR. Youssou Touré, le secrétaire d'État en charge des langues nationales, invite les militants apéristes de Guédiawaye à taire leurs querelles intestines et à se consacrer à l'essentiel. Le coordonnateur national du réseau des enseignants républicains était à Guédiawaye. Il a tenu ses propos lors d'une journée de consultation gratuite organisée par Sorna Wallo, membre du Haut Conseil pour les collectivités territoriales. L'ancien ministre conseiller est avec Salif Sow et Asmalik Diop. Il n'y a pas de frères ou de grands frères, de cousins ou autres. Nous sommes tous des Sénégalaises et des Sénégalais. Il faut qu'on le comprenne ainsi. Ce groupuscule de Sénégalais qui pensent peut-être que nous serons confrontés à des problèmes, ils sont en train de se tromper. Maintenant, il y a des difficultés. Le seul appel que nous pouvons lancer à nos camarades, c'est de faire preuve de retenue, de faire preuve d'esprit de dépassement. C'est important. Le président Macky Sall ne mérite pas évidemment ce qui se passe dans ce parti, ces querelles à l'interne. Véritablement, cela pose problème. Nous devons donner l'exemple de la bonne gouvernance. Nous devons donner l'exemple de la bonne conduite. C'est la raison pour laquelle nous en profitons pour lancer un appel à l'ensemble de nos camarades, pour lancer un appel à l'unité. Parce que la dispersion, évidemment, ne nous mènera nulle part. Donc de ce point de vue, il faut que les responsables, quand on vous appelle responsable, quand on dit responsable, c'est parce que véritablement le président a confiance en vous. Et c'est important que cette confiance-là soit méritée. Les petites querelles, les contradictions internes, c'est tout à fait normal. Il y en aura, il n'y a pas que dans la paix. Dans tous les partis politiques, il y a des difficultés. Mais très prochainement, toutes ces difficultés-là seront derrière nous. Dans l'actualité politique également, le procès de Abdoul Mbaye qui l'opposait à son ex-épouse. Vous le savez, la presse l'a relayé massivement aujourd'hui. Abdoul Mbaye donc blanchi par la justice. Le président de l'ACT a été acquitté par la justice dans ce procès qui l'opposait donc à son ex-épouse. Groupe de refondation du parti Réumi dirigé par Omar Sarr, un groupe qui a réuni des sympathisants pour faire le bilan des 2 années d'existence. Et pour les détails, nous rejoignons à nouveau tout de suite Dissa Prera au téléphone. Bonsoir Dissa. Dissa, bonsoir. Oui, Sarah, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette rencontre qui a réuni les militants de Réumi? Voilà, vous l'avez dit, une rencontre de mobilisation du groupe pour la refondation du parti Réumi. Omar Sarr et ses camarades veulent faire le bilan de 2 ans d'activité, 2 ans depuis qu'ils ont quitté, ou plus ou moins qu'ils ont fait dissidence par rapport au parti Réumi, mais aussi préparer les militants aux prochaines élections législatives. Il faut rappeler que le groupe pour la refondation du parti Réumi fait partie de la coalition Benno Bokk Yakaar et compte effectivement évidemment battre campagne pour la victoire de cette coalition. Dans la salle, aujourd'hui, on a eu à noter la présence d'ex-membres du parti Réumi, mais également de Talla Sylla et des membres de l'Alliance pour la République. Mais à la question de savoir si ce n'est pas un front anti-Idrissa Seck qui est en train de se dessiner, Omar Sarr estime qu'ils n'en ont pas besoin dans la mesure où beaucoup de membres du parti Réumi commencent déjà à faire défection et à rejoindre le groupe pour la refondation. Le président, ainsi le député, excusez-moi Sarah, le député promet aussi une grosse désillusion aux adversaires de Benno Bokk Yakaar lors des prochaines élections législatives. Omar Sarr qui dit toujours rester dans Réumi pour se battre, même si ses camarades l'ont renvoyé. Il reste dans le parti, il va se battre mais du côté de la coalition Benno Bokk Yakaar. Sarah, c'est en résumé ce qu'on peut retenir la rencontre du groupe pour la refondation du parti Réumi dirigé par Omar Sarr, député, il faut le rappeler. Merci beaucoup Dissa Prera, donc était en direct avec nous pour nous parler de la refondation du groupe de refondation du parti Réumi et qui n'exclut pas bien entendu d'y revenir dans nos prochaines éditions. Parlons éducation à présent. Médina qui étrenne son 12e établissement scolaire d'une valeur de 30 millions de francs CFA financé par la collectivité locale du quartier. La mairie veut à travers ce joyau lutter contre la déperdition scolaire à la Médina. L'école Nago Samb de Gibraltar, qui compte 12 classes, a donc été inaugurée hier mercredi en présence du sous-préfet de Dakar Plateau et de nos reporters Hadiatala et Mardia. Les autorités locales et administratives dévoilent la plaque du nouvel établissement scolaire de la Médina, ce qui porte à 12 écoles dans le quartier centenaire de Dakar
et son édile souhaite que ce temple de savoir puisse être utilisé à bon escient. Vous saviez que Gibraltar Centenaire, ces deux quartiers ont changé de visage. Et il y a la main du grand maire Khalifa Ababacar Sall. Khalifa avait commencé à construire cette école. C'était lui qui l'avait commencé. Nos efforts ont été perceptibles au niveau de toutes les écoles, avec sa démocratisation en permettant aux enfants, toutes couches sociales confondues, d'accéder au savoir. La collectivité locale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres projets sont en cours pour redonner au quartier son lustre d'antan. Notre action, c'est surtout la construction de nouvelles écoles, dont celle de Nagosambou, dont l'inauguration nous vaut aujourd'hui ce rassemblement. Et je vous dis que dans 2 mois, nous procéderons aussi à l'inauguration d'une autre nouvelle école, Babacar Ndiaye, que nous sommes en train de construire derrière. Nous sommes en train aussi de construire le centre de formation professionnelle de Médina qui est ici à côté, que vous voyez derrière. Donc ce sera une zone scolaire. Le sous-préfet de Dakar Plateau se félicite de la réalisation du joyau. Selon l'autorité administrative, c'est un exemple à copier. Monsieur le maire, vous avez compris le message. Vous êtes en train de traduire en acte, effectivement, qu'en dehors des budgets que nous avons, nous devons avoir la capacité de mobiliser des ressources financières pour faire face aux défis qui nous interpellent. Il faudrait que les maires s'inspirent, effectivement, de cette dynamique. Je disais que le maire a la possibilité, dans sa mission, de louer des partenariats publics-privés, de travailler dans le sens de la coopération décentralisée pour aujourd'hui renforcer sa capacité financière pour faire face aux défis qu'interpelle sa commune. La cérémonie d'inauguration de l'école Nagosamb a vu la participation de nombreux fils de la Médina qui se sont tous réjouis de la réalisation et qu'ils comptent s'approprier pour le rayonnement du quartier. Les meuniers, en collaboration avec le ministère du Commerce, ont signé un protocole d'accord. Ce dernier vise à réorganiser le secteur de la farine, un secteur qui connaît depuis quelques années une rude concurrence risquant d'entraîner un effondrement. Fatou Bintou Conté, Modou Diop pour les détails. Le marché sénégalais de la farine connaît depuis quelques années, et surtout avec l'arrivée de nouvelles minoteries, une rude concurrence, entraînant de ce fait un effondrement de la filière. Cette surcapacité aujourd'hui de 200% a entraîné une baisse drastique des prix de vente de la farine, induisant d'une part une perte de recettes importante pour l'État et d'autre part un risque d'effondrement de la filière, avec des risques avérés de la viabilité économique de l'industrie agroalimentaire. Ces pertes sont évaluées annuellement à plus de 40 milliards de francs CFA pour l'État et pour les meuniers que vous êtes. La surcapacité de production du pays, 3430 tonnes de capacité pour un besoin de 1200 tonnes par jour, a mené à une guerre des prix incontrôlable qui ne s'est jamais répercutée sur le consommateur. Ainsi, le ministère du Commerce, avec les 7 minoteries du pays, ont signé un protocole d'accord pour réorganiser le secteur de la farine. Les mesures fortes arrêtées lors de la réunion du vendredi 12 mai 2017, qui sont notamment de mettre fin à la concurrence sauvage, qui ne profite ni aux meuniers, ni aux consommateurs, encore moins à l'État. En raison de la surcapacité des minoteries, le contingentement des importations de blé. Enfin, la mise en place d'un prix plancher pour garantir une collecte efficace des impôts. Désormais, la TVA à récupérer par l'administration fiscale sera assise sur un prix plancher de 17 200 francs. Une mesure fortement saluée par les meuniers qui ont déjà pris l'engagement de signaler tout perturbateur. On n'a jamais demandé une protection, mais on avait toujours dit de réguler le secteur. Parce que bon, aujourd'hui, il y a les emplois en jeu. Tout le monde est perdant dans l'opération. En commençant par l'État qui perd 40 milliards, les industriels qui perdent beaucoup d'argent. À force de perdre, on risque de fermer. Donc l'État ne peut pas regarder les entreprises fermées parce que c'est des emplois qu'on aurait perdre. Aujourd'hui, donc, si aujourd'hui on donne des quotas, on sait la production est de combien, le marché est de combien, chaque entreprise est obligée d'importer son quota.
tu importes ton quota en 2 mois, c'est ton problème. Tu fermes l'usine pendant 8 mois. Donc tout le monde a intérêt à respecter les quotas. D'ailleurs, le ministre du Commerce, Aliou Sarr, exhorte les meuniers à veiller à la bonne mise en œuvre de ces mesures transitoires afin d'avoir un marché équilibré. Et pour finir, Ziara annuelle de Alwar, la 5e édition se prépare activement. Le comité d'organisation apprécie le soutien des autorités dans la ville natale de Cheikh Omar Foutiyou Tall. L'heure est aux préparatifs et les populations espèrent enfin que leur village bénéficiera d'électricité pour la célébration de cet événement. Ousseynou Diop, Abibsek. La 5e édition de la Ziara annuelle de Alwar, ville natale de Cheikh Omar Foutiyou Tall, a été célébrée ce mercredi. Le comité d'organisation est satisfait des réalisations du gouvernement et du respect des engagements pris pour l'organisation de l'édition 2017. Le maire de Ndioum a fait des efforts pour développer la ville de Alwar. Le président de la République Macky Sall a aussi fait des efforts pour l'organisation de la Ziara 2017. Le gouvernement a respecté tous les engagements. Les talibés de Cheikh Omar Foutiyou Tall sont venus de partout dans les 4 coins du monde avec une présence massive des fidèles venant du Mali et de la sous-région. Dans la cité religieuse, le calife a entamé plusieurs activités pour la modernisation de la ville, de concert avec les autorités locales. Thierno Mohamedou Bachir Mountaga Dahatal, depuis son avènement à la tête du khalifa de la famille omarienne, a jugé nécessaire de mettre tous les atouts de son côté pour permettre à Alwar, la ville naissance, la localité de naissance d'Elhadji Omar Tall, de se moderniser. La construction d'une grande mosquée et d'une grande université. Mais Alwar, la ville natale de Cheikh Omar Foutiyou Tall, est confrontée à quelques difficultés. Nous voulons que l'État augmente la production de l'électricité dans la ville. Alwar est aujourd'hui une grande ville. Cheikh Omar Foutiyou Tall a travaillé pour son rayonnement. Le président Macky Sall et son gouvernement doivent encore davantage faire des efforts pour développer la ville de Alwar. C'est la ville qui a permis à toutes les confréries de s'imposer sur le plan religieux. La 5e édition a été fêtée dans la piété et dans l'allégresse en présence du calife de la famille omarienne, Serigne Thierno Bachir Mountaga Dahatal. La famille omarienne a prié pour que la paix règne dans tous les foyers. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, permanence avec Bouba qui vient de me rejoindre dans le studio. Bonsoir Bouba. Bonsoir Sarah et merci pour le journal. L'information qui revient demain, c'est clair. Mais tout de suite, l'invité arrive pour parler politique.